La poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionné dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé, tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques, au-delà du simplisme, manger moins et bouger plus. Alors, comme tu sais, Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Ethicon pour la production, ce qui nous permet de réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre Association canadienne de médecins et de chirurgiens bariatriques. Salut Alex. Salut Pierre, ça va? Très bien. Content qu'on revienne. On s'ennuyait de ça un peu encore? Ouais, c'est ça. On fait ça avec les dates. L'Halloween, là, c'est Noël. Oui, mais gars, j'ai vu la chemise de Noël, les couleurs. Parfait, ça. Écoute, on va faire un suivi sur les autres podcasts. Quelques commentaires qu'on reçoit. Tu le sais, on a beaucoup de questions ou des commentaires qui sont sur Facebook. Je pense qu'il faut dire aux gens que toi et moi, nous ne répondons pas. Non, c'est ça. On apprécie les questions, puis honnêtement, on vous lit. On n'a juste pas vraiment le temps de tout répondre sur les médias sociaux, mais ce qu'on a décidé de faire essentiellement, c'est de lire toutes les questions. Puis on va essayer de prendre les questions qu'on trouve les plus punchy ou pertinentes pour peut-être y répondre en début de podcast. Ouais. Fait que là, on est à l'épisode 4. Ouais. L'épisode 1 concernait les nouvelles indications chirurgicales. Donc, il y a quelqu'un qui a posé une question qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire que comme on a de la difficulté avec nos ressources actuelles pour opérer nos indications classiques, qu'est-ce qu'on va faire, là, le IMC 35 à 40 qu'on peut opérer selon les nouvelles indications, alors qu'on a de la misère à opérer les indications de 1991? C'est une super bonne question. Et c'est le problème qu'on voyait venir. Moi, je faisais partie du comité provincial. On a démontré, décrit les nouvelles indications. On s'entend que les gens au ministère n'ont pas beaucoup aimé les nouvelles indications parce qu'ils se rendent compte que il faut comprendre, je vais faire une historique courte, là, mais le but du comité était de favoriser l'accessibilité aux soins en médecine bariatrique et à la chirurgie bariatrique. Alors, on comprend que depuis 2022, comme on a discuté lors du podcast numéro 1, on a changé les indications. Donc, ça l'amène techniquement beaucoup plus de patients éligibles au traitement. Alors, je peux te dire tout de suite, notre système de santé n'est pas prêt à ça. Fait qu'est-ce qui va arriver? Je n'ai pas de réponse à te le dire, mais je peux te dire qu'ils sont au courant. Mais que la question qui a été posée sur... c'est une bonne question parce une excellente on a les évidences scientifiques qui sont là, les associations internationales qui sont rendues là, puis après ça, il y a le système de santé. On a un bon système de santé, là. C'est juste qu'on manque de ressources. Je pense qu'on est dans la grève des infirmières en ce moment. On perd du temps opératoire, puis on supporte les infirmières, mais c'est pas évident. Parfait. Écoute, Alex, on est à notre 4e podcast aujourd'hui. On l'avait dit qu'on aurait des invités et aujourd'hui, c'est notre premier podcast avec une première invitée et de grande qualité. Alors, Alex, je te présente une consoeur de travail qui s'appelle Dr. Myrna Hazard. Allô, Myrna. Bonjour. Salut. Ça va bien? Oui, ça va et toi? Ben oui, écoute, Alex, je vais te faire un petit historique rapidement. Myrna est une endocrinologue qui a fait une surspécialité en médecine métabolique et aussi spécialisée en obésité. Et on a la chance de l'avoir dans notre équipe en chirurgie bariatrique. Alors, bienvenue, Myrna. Merci de me recevoir. Merci d'être là. Oui, on est très contents parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions que nous, on se pose, beaucoup de questions que les gens nous posent sur le podcast et on veut avoir que des experts avec nous. Fait qu'on va en profiter. C'est correct. Alors, traitement médical, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est pour ça qu'on en fait notre premier épisode avec invité. Alors, voilà. Mais moi, j'ai juste 2 petites affaires, 2-3 trucs avant. Myrna, ça fait quoi finalement une endocrinologue spécialisée en médecine métabolique, bariatrique? C'est quoi son... Donc, l'endocrinologie, c'est une spécialité qui s'occupe des maladies métaboliques ou des maladies qui sont secondaires à des désordres des glandes, par exemple la glande thyroïde, la glande surrénale ou hypophyse. On s'occupe aussi, bien entendu, du diabète et, entre autres, aussi au niveau des maladies métaboliques, l'obésité. Donc, moi, je suis endocrinologue et j'ai une surspécialité en médecine métabolique. Donc, je vois des patients qui vivent avec l'obésité et puis je les aide, en fait, dans leur cheminement. Si, par exemple, ils ont choisi la chirurgie bariatrique au niveau préopératoire, post-opératoire, au niveau médical, il y a des changements de médicaments parfois s'ils sont diabétiques. Donc, c'est cette partie de la clientèle chirurgicale, mais aussi les patients
non chirurgicaux. Donc, ceux, par exemple, qui voudraient perdre du poids sans nécessairement faire une chirurgie bariatrique. Intéressant. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes comme toi qui font le même travail? Non, l'endocrinologue spécialisé en obésité, moi, je connais. Tu connais la même personne que moi qui est plus âgée. Est-ce qu'il y en avait beaucoup d'autres? Il y en a beaucoup d'autres à Montréal ou sur la Rive-Sud? Il y a des internistes aussi Des qui font internistes, ça, je ouais. pense, un petit peu. Oui, bien, de plus en plus, les médecins s'intéressent à l'obésité. C'est une maladie chronique et puis il y a des certifications qui sont offertes, justement. Exactement. Right. Moi, j'avais fait une surspécialité, en fait, à Ottawa. Donc, s'il y en a beaucoup, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas énormément, mais je dirais de plus en plus, c'est en train de changer. Et puis, maintenant, les médecins de famille sont beaucoup plus conscientisés, comme tu précisais, la médecine interne, certaines infirmières spécialisées. Hein, l'obésité, ce n'est pas une condition qui appartient à une seule c'est pas une exclusivité. Spécialité. Non, c'est pas une exclusivité. Voilà, c'est toutes les spécialités 50% de la médicales. population américaine en 2030 va souffrir d'obésité. Je lisais ça cette semaine. Je ne me souviens plus si c'est CDC ou NIH, là, mais 50% de la population américaine en 2030. Alors, bon. Disons qu'il y a beaucoup de médecins qui vont avoir de l'ouvrage. C'est ça que ça veut dire. Ouais, et exact. toutes les sortes de spécialités médicales ouais. aussi. Mm-hmm. Et c'est super intéressant parce que, Alex, ici, ça fait longtemps que j'ai commencé à faire de la chirurgie bariatrique. Puis avec le temps, ben oui. Puis là, ce qu'on voit, c'est que tranquillement, au début, il y avait juste les chirurgiens. Juste les chirurgiens. Et peu de chirurgiens et en plus. Peu de chirurgiens dans la province. Et après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un endocrinologue, un deuxième, un interniste, un deuxième interniste dans certains endroits. Puis là, on voit que ça commence à s'ouvrir. Puis comme tu disais, la médecine familiale s'intéresse de plus en plus à ça. Ça, je pense que ça va être le game changer pas mal, ça. Right. Bon, pas le choix. Il faut parler du... Hein? L'éléphant dans la pièce. Parce que toi, Alex, c'est comme moi. Tous les jours, tu fais poser la même question, mais on s'en occupe pas. Ouais, c'est ça. Presque-tu de l'Ozempic, toi? L'Ozempic? L'Ozempic. C'est quoi l'Ozempic, Myrna? C'est important de préciser que l'Ozempic, c'est un nom commercial. C'est un médicament dont le nom, c'est sémaglutide. Okay. Donc, le sémaglutide, ça appartient à une classe de médicaments qui, initialement, avait vu le jour pour le traitement du diabète de type 2. Et il y a eu ensuite des études scientifiques où cette molécule a été utilisée à des doses un peu plus élevées. Et ça a démontré qu'il y avait une diminution du poids chez des patients qui ne souffraient pas de diabète de type 2. Okay. Et donc, maintenant, c'est approuvé par Santé Canada pour le traitement de l'obésité chez des patients qui n'ont pas de diabète de type 2. Par contre, ce n'est pas encore commercialisé de cette façon-là. Donc, et ça va changer de nom. Exactement. Donc, quand on dit Ozempic... Moi, je suis mélangé. Moi aussi, Gardez ça simple pour des chirurgiens, merci. S'il vous plaît. Donc, on va expliquer les choses parce qu'effectivement, c'est un peu des fois mélangeant. Hein? Puis, c'est là-dedans, des fois, il y a les assurances privées qui rentrent. Le patient essaie d'avoir accès à une couverture par les assurances. Puis là, les noms changent. Il y a 3 noms. Il y a aussi du sémaglutide oral qui existe pour ceux qui ont du diabète de type 2. Donc, et c'est un autre nom aussi? C'est un autre nom. Donc, c'est toute la même molécule. Donc, c'est toujours du sémaglutide. La forme Ozempic se rend jusqu'à du 1 mg. On peut commencer à du 0,25 mg. Qui était accepté pour le diabète de type 2. Et quand on va à des doses plus élevées, on peut aller à du 2,4 mg. Okay. C'est toujours la même molécule, le sémaglutide, mais c'est un autre crayon qui s'appelle Wegovy, mais qui n'est pas commercialisé au Canada. Et la pilule s'appelle comment? La pilule s'appelle Rybelsus. Là, moi, je vais juste ajouter quelque chose. Okay? Il n'y a aucun lien entre la poche gastrique puis les médications. Rien. Là, on parle de traitement pharmacothérapeutique de l'obésité parce qu'il faut en parler, là, juste le dire. Là. Donc, c'est important d'avoir une experte qui vient nous donner l'information. Il n'y a aucun conflit commercial. Et je tiens à préciser que les patients entrent dans le bureau parfois en nous disant « je veux essayer telle molécule », mais le sémaglutide, c'est un parmi d'autres. Il y a d'autres médicaments qui existent dans le traitement de l'obésité, et puis il n'y a pas juste cette classe thérapeutique. Mais pourquoi c'est toujours cette classe thérapeutique-là qui revient
à l'avant-scène? Y a-t-il une raison particulière? C'est À part la publicité, là, mais oublions ça, là. Y a-t-il une raison médicale? Je pense que d'un point de vue médical, si je compare cette molécule avec d'autres types de thérapies, bon, c'est plus facile pour le patient. Oui, c'est une injection une fois semaine, mais c'est quand même pas très compliqué. C'est un crayon avec des doses qui sont pré-remplies. Donc, on met une aiguille au bout, on tourne la roulette, on fait l'injection. C'est une fois semaine. Les autres médicaments doivent se prendre à tous les jours. Donc, l'autre chose aussi, à part la commodité de la prise du médicament, c'est le fait que c'est quand même efficace. C'est un peu plus efficace que les autres thérapies. Maintenant, tout dépend du fait que, bon, est-ce que le patient est répondant ou non à la médication? Parce que certains patients peuvent le prendre et n'avoir aucune réponse et ça existe. Donc oui, dans les études, on parle d'une perte de poids d'à peu près 15 %. C'est quand même impressionnant, mais on s'entend, c'était des patients qui étaient bien suivis dans une étude, qui prenaient la dose de 2,4 mg. Dans la vraie vie, des fois, les patients l'arrêtent. Il y a des ruptures de stock en pharmacie. Le coût est quand même assez dispendieux. C'est pas tout le monde qui tolère non plus. Puis, je vous dirais que dans ma pratique, je me rends pas nécessairement à des doses de 2,4 mg. On commence à voir une réponse à des doses plus petites. Puis, il y a des patients qui des fois, veulent garder des doses plus petites. Moi, j'ai une question pour toi, Myrna. C'est sûr que nous, on est de l'autre côté du spectre. On a quand même beaucoup de patients qui ont pris de la médication. Il y en a beaucoup qui l'arrêtent pour des effets secondaires. Tu dirais, ce serait quoi le pourcentage de patients qui ne le tolèrent pas sur un traitement régulier? Qui finalement disent, c'est trop d'effets secondaires. Il y a trop d'effets. C'est-tu 5 %? On met des grands chiffres. C'est-tu 5, 15, 50 %? Parce que les anciens médicaments que je nommerai pas, parce que j'oublie toujours leur nom, je me souviens juste leurs noms commerciaux. Donner la diarrhée, des crampes abdominales, puis les gens avaient une intolérance. C'est ce qui faisait que le traitement médical... Pour pas beaucoup de perte de poids. Pour pas beaucoup de perte. On parlait de 5 %. On va revenir tantôt sur les pourcentages. C'est ça. Donc, bon, moi, je vous parle de mon expérience parce que c'est sûr que je le prescris aussi chez des patients qui ont du diabète de type 2, puis des patients qui ont de l'obésité sans diabète, etc. Mais peut-être un 20 % qui vont dire vraiment incapables de tolérer, qui ont eu des effets secondaires importants. Parfait. Non, mais c'est important à savoir parce que nous, on est... Je vais dire le mot biaisé, parce qu'on voit l'autre côté où c'est que le patient a eu un échec. On ne voit pas les patients qui vont bien. On ne voit pas les patients qui vont bien. Tu as raison. On les voit moins. Tu les vois moins. Tu as raison. Je voulais juste faire une petite parenthèse, Alex. Pourcentage. Oui, pourcentage, exactement. Parce que Myrna a amené un point essentiel, je crois, parce qu'on n'en a pas parlé dans nos premiers épisodes. On a parlé de plein de trucs, des IMC, des opérations. On a parlé de perte... d'excès de poids. D'excès de poids. Fait qu'on pourrait peut-être juste, par comparaison vite, là, on a parlé même de la sleeve à 55 % de perte d'excès de poids, le bypass à 65, le SADI au-dessus de 75. Là, aujourd'hui, juste pour peut-être essayer de moins mélanger le monde, on va parler de perte d'excès de poids total. C'est peut-être la meilleure façon de le faire, en fait. Fait qu'essayons à partir de maintenant de parler d'excès de poids total. 100% raison. Change donc mes chiffres. Au lieu de 55, 65, 75, qu'est-ce que tu dis, toi, tes patients? Exactement. On prend la dérivation bilio-pancréatique, on va être dans l'ordre de 30 à 35 OK, donc 30 et plus. 30 et plus. Dans le bypass, on va être dans le 25 et plus. Dans la sleeve, entre le 20 et 25. Bon. Fait que 20, 25, 25, 30, au-dessus de 30 pour les 3 chirurgies. Puis je t'entendais dire jusqu'à 15 % pour le sémaglutide quand même. Excellent, mais c'est ça. Il faut savoir que certaines personnes perdent bien plus que 15 % et ça dépend toujours de comment le patient répond à la médication et ça, c'est très variable. Il y a des facteurs, des fois génétiques, qui font que des personnes répondent mieux que d'autres. Donc ça, c'est une molécule, puis il y en a d'autres qui sont en chemin, qui s'en viennent. Et les nouvelles molécules vont être encore plus efficaces? Bien, de ce qu'on voit, oui, les prochaines molécules mènent à une perte de poids plus importante dans les études. Maintenant, c'est à voir, parce que si je donne, par exemple, le tirzépatide, c'est une molécule qui a été approuvée pour le diabète de type 2, mais on n'a pas encore l'approbation pour l'obésité uniquement. De Santé Canada. De Santé Canada. Parce qu'aux États-Unis, ça a passé. Oui, mais... bon, on parle de perte de poids de l'ordre de 20 %, peut-être un peu plus aussi, dépendant des doses. Donc, ça commence à s'approcher des sleeves. La sleeve, es-tu mort? Non, mais attends, c'est la question que je voulais vous poser individuellement. Toi, Alex, as-tu peur de la médication comme chirurgien? Moi, j'ai un intérêt. Écoute, on a tellement de patients à traiter, puis j'ai constamment l'impression qu'on fait juste
taper sur le dessus de l'iceberg. Donc, j'ai l'impression que le traitement médical de l'obésité emmène encore plus de clientèle de notre côté, puis au point où on ne fournit pas à la demande. Donc, je pense que pour la population, ce n'est que bénéfique. Puis après ça, les coûts de la médication, parce que c'est une maladie chronique, c'est qu'on a quelqu'un qui répond bien, il faut continuer, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on entend parler, ils disent « Hey, moi, je vais prendre du semaglutide pendant 3-4 mois, je vais perdre 15-20 livres, après ça, j'arrête ça, je vais être correct. » Ça ne marche pas comme ça. Alors, moi, non, moi, je suis assez optimiste. Là. Et Myrna, est-ce qu'elle croit que la chirurgie va diminuer avec les nouvelles médications? Je pense que ça va diminuer à moyen et long terme, mais pas pour le moment présent. Les molécules qu'on a actuellement, sont efficaces, mais je pense que ça ne remplacerait pas une chirurgie bariatrique chez certains patients. Donc, est-ce que les choses vont changer dans le futur? Je pense que oui, parce que ce qui s'en vient, ce sont des molécules qui vont agir sur non seulement la satiété, mais aussi sur le métabolisme. Ouais. Donc, on commence à parler de molécules qui font brûler des calories, etc. Donc, c'est un petit peu... C'est différent. Là. Les mécanismes d'action sont en train de changer. Exactement. Donc, on ne travaille pas de la même manière d'un point de vue pharmacologique. Exactement. Et on va probablement avoir des résultats différents. Imagines-tu le marché pour de meilleurs médicaments, peut-être moins chers? C'est sûr que ça va continuer de se développer. Là. Mais moi, j'ai une petite anecdote à vous conter par rapport à ça, parce que je vous lançais la question. La réponse, c'est sûr, est toujours un petit peu différente. Parce qu'un, c'est un chirurgien, puis l'autre, c'est une interniste endocrinologiste. Mais je veux faire une joke, mais j'ai des collègues qui travaillent en Australie. Et en Australie, la chirurgie bariatrique n'est pas couverte par l'assurance maladie australienne. L'arrivée des médications, comme le semaglutide, a un plus gros impact direct. Un impact direct et a fait chuter, dont mon ancien fellow qui est à Sydney, en Australie, lui voit clairement sa pratique en train de diminuer. Intéressant. De l'autre côté, quand j'étais il n'y a pas longtemps à ASMBS et on avait la présidente Marina qui présentait, elle présentait beaucoup sur l'impact financier aux États-Unis du traitement métabolique, traitement de l'obésité. Et aux États-Unis, étant donné que toute la médication, les prix, c'est tagué à peu près à 1 000 US par mois. Le citoyen normal à 1 000 US par mois, là, si tu calcules mathématiquement, en 2 ans, son opération aux États-Unis et les pays. Fait que là, il y a un regain vers la chirurgie. Alors, tu vois, c'est la même situation, mais dans 2 pays différents, avec des réalités différentes, totalement. Alors, aux États-Unis, puis il me contait aussi qu'il y a beaucoup de citoyens américains qui magasinent dans les pharmacies canadiennes. Ben c'est ça. Mais pour la même chirurgie, on s'entend au Canada, ça doit coûter la moitié du prix qu'aux États-Unis. Là, je pense que les compagnies d'assurance, ils figurent 50 000 US pour... je n'ai pas les chiffres précis, mais ça coûte beaucoup plus cher que le système public canadien. Parce que le coût au Canada, nécessairement, est beaucoup moins qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que les patients, pour toi, qui viennent te voir, Myrna, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce qu'ils veulent que l'assurance maladie paye? Je présume que oui. Certainement. C'est quand même des médicaments de quelques centaines de dollars par mois. Par mois. Pas négligeable. Et c'est quelque chose qui doit être pris à long terme. Parce qu'on sait que quand les patients cessent complètement ce type de médication-là, à cause de la biologie, puis du fait que l'obésité, c'est une maladie chronique, bien, ça va avoir tendance à revenir. Il peut y avoir un regain de poids, effectivement, mais il y a des choses qu'on ne sait pas encore. C'est tellement nouveau, tout ça. Et les études qui ont été faites en pharmacothérapie, c'est quand même des études de courte durée par rapport aux études en chirurgie bariatrique. En chirurgie bariatrique, on a des études de 6 ans, 12 ans, on a du recul et on sait que, c'est efficace pour le long terme. Alors, oui, c'est efficace, la médication, mais au bout de 10 ans, on n'a pas encore assez de recul pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, on parlait tantôt depuis toujours, on parle que l'obésité est une maladie chronique. Alors, on a une jeune demoiselle qui a 24 ans, qui a les moyens de se payer la médication. Elle a un IMC à 42, pas de diabète. Les nouvelles molécules viennent d'apparaître, qui sont approuvées pour la perte de poids. Est-ce qu'on va traiter un patient pendant combien d'années? Est-ce qu'on va se mettre une fin? Est-ce qu'il y a une date, pas une date de péremption, mais est-ce qu'on se fait un début puis une fin? Parce que sinon... Je sais pas, moi je m'attendais à ce que tu le mettes plus crunchy. Là.
Mais là, à 17 ans, diabète de type 2 de novo. Oui, mais avec le diabète, j'aime beaucoup moins. T'as Oui, moins- OK. Oui, non, t'as raison, parce que je vais y offrir un traitement chirurgical qui va. T'as raison. De ce point de vue-là, t'as pas tort. Là, Ouais, mais non, mais je comprends on ton dit point. quoi, ça, quand on fait quoi avec le patient qui est jeune, qui est pas de. OK, je fais celui là que je. Pas de maladie Ouais. métabolique, il n'y a rien. Écoute, je pense qu'il faut parler avec le patient et proposer les différentes alternatives et voir ce que le patient veut. Parce que pour chaque alternative, il y a du pour, du contre. Il y a des choses qui sont clairement prouvées scientifiquement, puis il y a des choses qu'on ne sait pas. OK. Et il y a des patients qui n'ont pas de tolérance, par exemple, par rapport à des choses qu'on connaît moins. Il y en a qui craignent les effets secondaires à long terme de la pharmacothérapie. Puis justement, cette question de jusqu'à quand je vais le prendre, toute ma vie, bon, la jeune, elle a, mettons, 24, 17 ans, c'est des questions qui se posent effectivement. Alors qu'on sait qu'avec la chirurgie bariatrique, bon, c'est pas le cas, c'est fait, puis il va y avoir une perte de poids conséquente, mais aussi la personne va vivre au jour le jour avec une chirurgie. Absolument. Right. Et donc, avec des conséquences et Right. un risque d'avoir une réopération. Right. Alors, De peu jamais être capable importe, d'aller manger normalement. ils ne mangent plus de la même façon. Mais non, il y a un il y a un risque avant puis un après, d'hypoglycémie, le risque de déficit vitaminique. Right. Donc, peu Indication. importe l'alternative. Il y a toujours un downside. Et je pense que c'est important de bien conseiller le patient puis de OK. savoir qu'est-ce que le patient veut. Je comprends. Et après ça, c'est une décision qui se fait. On se rend compte que tu sais, dans la manière que tu l'expliques, il y a vraiment beaucoup de réflexion derrière. Puis ce mode de réflexion-là, je pense qu'il est archi important. On ne fait pas juste. Il est vrai dans les deux sphères Tout à fait. du traitement. Tout à fait. Mais vu que Myrna est là, je vais en profiter pour quand même poser une question. Moi, je considère important les effets, pas les effets secondaires, les contre-indications à la pharmacothérapie. Bien, il y a plusieurs sortes de classes médicamenteuses Ouais. pour Mais l'obésité. celui que tout le monde qu'on veut pas dire, là, que les fins Le sémaglutide. Le sémaglutide, là, lui, là. Donc, la contre-indication, c'est vraiment ceux qui ont un cancer médulaire de la thyroïde ou qui ont des antécédents familiaux de cancer médulaire de la thyroïde, OK. parce que ça a été démontré pour augmenter le risque dans des études animales. OK. Il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau le risque de cancer thyroïdien en général, mais pour le moment, il n'y a pas d'évidence claire. Fait que c'est pas le patient typique courant, là. Non, c'est plutôt atypique. Exactement. C'est pas commun. Mais il y a c'est quelque cancer chose d'autre médulaire. qui est beaucoup plus courant, par contre, que vous voyez en chirurgie, c'est les patients qui ont des cholélithiases. Donc, ça, c'est des effets secondaires qui sont graves, mais bon, c'est un peu plus fréquent que les cancers médulaires de la thyroïde. Mais c'est sûr qu'il y a une légère augmentation du risque de pierre à la vésicule biliaire. Ou La de risque... chirurgie avec le bypass, c'est une des principales Ouais, causes. on traite avec l'ursodiol même C'est ça. en prévention. Fait que, Right. tu sais, je veux dire, je pense que ça vient avec le facteur de risque d'obésité à la base et perte de poids rapide par la suite. Je savais pas que c'était encore particulier, mais à chaque fois qu'on trouve un moyen de traiter l'obésité, ça vient avec un risque augmenté de faire Ouais. des Tout maudites le temps. cholélithiases. Tout le temps, right. On enlèvera le vésicule. Je sais, mais la médication est trop bonne. C'est ça. Finalement, on fait moins de sleeve, mais on fait plus de cholécystectomie. vésicule. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a le risque de pancréatite aussi. Ce sont des effets secondaires graves, mais bon. Je comprends. Plus Mais ce qui veut dire, c'est que c'est pas une liste d'épicerie exhaustive. Les maladies sont quand même bien identifiées. Ouais. Quelques maladies rares, comme les maladies médulaires. Ouais. Donc, Est-ce que c'est les pancréatites at large ou c'est, tu sais, mettons, quelqu'un qui aurait fait un accident de migration, pancréatite biliaire, est-ce que c'est une contre-indication à prendre? Non, parce que dans ces cas-là, la On a une cause est cause, connue, c'est et ça. puis souvent, bon, il y a une cholécystectomie qui s'ensuit, C'est ça. et puis Bon. le Good. risque de récidive est faible. C'est ça. OK, parfait. là, je vous amène ailleurs. Oh. Oh. Alors, on a un système de santé publique. On comprend que l'argent n'est pas illimité, on le sait. Il y a beaucoup de pression pour que la médication soit offerte at large. On s'entend qu'on ne pourra probablement pas l'offrir at large. Je sais que Myrna va faire partie du comité provincial. C'est le début des travaux. Hein. Je pense que c'est juste les premiers balbutiements. Fait qu'on on est très, 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 très loin de la conclusion. Mais toi, Alex, à qui tu offrirais la médication? Tu n'es pas un spécialiste. Je vais finir c'est avec ça. Myrna. Après, ça, je Absolument. commence par toi. Ben, c'est ça. Alors, moi, je vais te répondre le classique du patient qu'on suit plus, c'est-à-dire le patient post-opératoire qui aurait peut-être une perte de poids un peu insatisfaisante,
un regain de poids après une chirurgie bariatrique il y a peut-être un peu plus longtemps. Un patient qui contrôlait très bien son appétit, puis pour une raison 2, 3 ans, 4 ans après la chirurgie, trouve que son appétit a augmenté, puis que son poids commence à remonter. Alors, je ne sais pas si tu penses que ça, c'est une bonne indication. Tout à fait. Moi, je pense que c'est des excellents candidats pour de la pharmacothérapie. Ce sont déjà des patients qui ont subi une chirurgie bariatrique. Donc, quand il y a un regain de poids, une perte de poids insuffisante, de les resoumettre à une autre chirurgie, je trouve que c'est pas toujours la meilleure chose, surtout que des fois, c'est vraiment plus au niveau du comportement alimentaire. Donc oui, on parle beaucoup de pharmacothérapie, mais conjointement à la pharmacothérapie, souvent, je vais référer en psychothérapie, au nutritionniste, etc. On est une équipe, en fait, pour prendre en charge le patient. Mais je pense que c'est des excellents candidats. Puis, il y a aussi d'autres personnes qui seraient des bons candidats, en fait, chez qui la thérapie devrait être instaurée. Par exemple, ceux qui ont des IMC plus bas, donc des indices de masse corporelle plus bas, entre 27 et 35. Oui, c'est approuvé la chirurgie pour des IMC supérieurs à 30, mais bon, en même temps, des fois, avec les molécules, surtout les nouvelles molécules qui s'en viennent, ça peut être intéressant. Puis c'est des molécules qui vont aussi aider, entre autres, pour les comorbidités, par exemple, la stéatose hépatique, le prédiabète, etc. Fait que c'est au-delà de la perte de poids. Donc, on traite le diabète, il y a une perte de poids, on aide le foie. Donc, on vient diminuer aussi certaines comorbidités associées avec cet excès de poids. Et puis, ça évite que les patients, justement, se rendent à un poids encore plus augmenté parce que l'obésité, c'est une maladie progressive. Alors... Puis moi, je rajouterais 2 éléments. Un élément qui est ressorti beaucoup dans la dernière année parce qu'on a eu plusieurs consensus de discussion. Et le patient qui était ciblé, surtout pour nous, dans notre catégorie de patients qu'on a opérés, peu importe le pourcentage de reprise de poids que le patient a, moindrement que le patient redevient métabolique, donc le diabète réapparaît, l'hypertension. C'est lui qui devrait être focusé. Parce qu'on s'entend, je repose la question, comme je disais tantôt, on a un système limité à qui on va l'offrir. Mettons, c'est comme si on avait à choisir. Si on a à choisir, alors c'est ça, si on a à choisir à qui on va le donner, on pourrait toujours arriver avec des exemples, mais il y a une chose qui est sûre, c'est dans le consensus, le patient métabolique post-chirurgie bariatrique devrait être priorisé parce que ça devient un échec. Puis il redevient métabolique. Puis quand tu dis ça, tu parles beaucoup du diabète. Hein? Énormément le diabète. Et le deuxième élément que je voulais vous amener, quelque chose que moi j'ai fait beaucoup dans ma carrière, c'est d'amener des patients en vue d'une greffe rénale ou d'une greffe cardiaque. Le critère de greffe, d'éligibilité à la greffe, il faut absolument que l'IMC soit en bas de 35. Donc, c'est 34,9. Fait quelqu'un qui serait proche. J'ai opéré tellement de 37 puis des 38,2 en insuffisance rénale chronique, en attente de greffe rénale. Moi, je trouve ça, je ne dirais pas le mot une utopie, j'en ai fait, mais je veux dire, c'est une indication merveilleuse pour donner la médication. Moi, je pense que ce type de clientèle-là devrait absolument avoir une ouverture en vue d'avoir un accès rapidement à cette médication-là. Bref, ça va être à discuter. Myrna va faire partie du comité, mais j'en profite pour lancer mes idées par rapport à ça. Les choses, Puis en plus, c'est une clientèle chez qui peut-être la chirurgie est plus risquée? Surprenamment, c'est quoi? Les résultats qu'on a démontrés à date, pas plus de risques. C'est sûr que ça demande un encadrement serré. On s'entend que je te lance là-dessus. Le patient c'est clair partout dans les études que c'est bénéfique. Totalement. Puis dans notre équipe, on a eu la chance d'écrire un review canadien sur l'approche au niveau des greffiers rénaux. Puis on se rend compte que quand tu regardes métaboliquement, oui, il demande plus d'encadrement côté supervision, la dialyse avant l'opération, après l'opération. Pas de décès, pas plus de complications sévères de fuite. Tu sais, nos complications à nous qu'on n'aime pas avoir, on a démontré qu'il n'y avait pas de différence. Il faut dire qu'on faisait des sleeves moins agressifs. Il y a même des patients qui ont un retardement du besoin de greffe. Hein? Oui, tout à fait. La greffe rénale, entre autres. Moi, je vais te dire principalement la greffe cardiaque. Tous les patients, pas toutes, la moitié des patients qui m'ont été envoyés par l'Institut de cardio de Montréal, les patients ayant perdu du poids de façon significative ont été retirés de la liste de greffe cardiaque. Pourquoi? Leur fonction cardiaque s'est améliorée de façon fulgurante. Je me souviens d'un patient que je n'oublierai pas, c'est genre un bodybuilder là, qui avait pris probablement toutes les protéines, machin truc qui existent dans les Gold Gym de ce monde.
Et il avait développé une insuffisance cardiaque sévère avec une fraction d'éjection à 17 On accroche-tu l'autre côté de la force? Oui, vas-y. Non, mais c'est juste que je me demandais si on devrait peut-être... À quel point tu as d'autres molécules. Tu fais-tu de la bithérapie médicale des fois ou est-ce que des fois tu utilises d'autres choses que les agonistes GLP-1? Peut-être nous expliquer pourquoi? Tout à fait. Il y a d'autres molécules qui existent. Par exemple, le naltrexone bupropion, c'est une molécule qui se donne en comprimé. Et puis, c'est une association de naltrexone avec le bupropion. Donc, c'est deux molécules mélangées qui font un médicament. Et puis, c'est une molécule, en fait, qui peut aider ceux qui ont des rages alimentaires. Donc, ça peut être efficace. Ce n'est pas tout le monde qui répond au sémaglutide. Donc, chaque personne est différente. Il faut garder ça en tête aussi. Les patients ne sont pas toujours répondants à la thérapie qu'on prescrit. Et ça peut être des causes génétiques, biologiques qui font que la personne répond moins ou va répondre plus à un certain type de thérapie. Et je vais juste attraper la balle au bon par rapport à ce que tu viens de dire, Myrna, et je vais faire une entorse à ce qu'on s'était dit. Je vais prendre le mot commercial parce que je veux que les gens qui nous écoutent le sachent. Parce que non, lui, on fait pas ça. Ouais, ça s'appelle, c'est le médicament, ça s'appelle le Contrave. On n'a pas le choix parce qu'on a eu des patients qui, sous médication, qui l'ont gardé trop longtemps jusqu'à la date de l'opération. Encore une fois, pas de lien de Contrave avec pas le lien podcast. podcast, sauf que... C'est important en pré-op, le Contrave, ça peut être un problème, le sevrage. C'est parce que le sevrage, les médicaments qu'on donne la douleur, pour la douleur, narcotiques, les douleurs narcotiques. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une entorse. Non, c'est important. Parce que la médication, le nom, nous, on connaît les noms génériques, mais il faut que les gens qui nous écoutent, qui sont sur cette médication-là, qui sont prévus pour une chirurgie, en parlent à leur équipe médicale, en parlent à leur équipe chirurgicale. Tu l'arrêtes combien de temps, archi important. Archi important. Bien, il y a deux choses. C'est qu'il y a l'antidépresseur dedans, puis il y a aussi la naltrexone. Puis les deux peuvent avoir une indication de l'arrêter de manière différente. Ça peut être des fois des semaines avant, en fait. Pour ce qui est de l'antidépresseur, pour la naltrexone, c'est un peu moins. Donc, il faut vraiment voir son équipe traitante. Et souvent, quand les patients sont... Ils ont une date de chirurgie prévue, sont vus en préopératoire. Et là, c'est la même chose pour le sémaglutide. Il faut l'arrêter aussi quelques semaines avant. Mais là, on discute avec le patient. Puis on voit, ils sont rendus à quelle dose. Puis là, Mais ça, c'est un message qui était super important, Myrna. Parce que toi et moi, comme chirurgien, toi et moi, on ne prescrit pas cette médication-là. Si toi, Myrna, tu n'es pas inclus dans la prise en charge de notre patient qui est sur notre liste d'attente, le patient peut avoir une prescription par un médecin généraliste ou autre médecin. Le patient, lui, continue sa médication, n'en parle pas trop. Et il faut vraiment... Je veux profiter de ce podcast-là pour juste allumer un petit drapeau pour dire... Faites attention. Parce que, honnêtement, c'était un sujet de discussion qu'on a eu dans les dernières semaines par rapport à ça. On a même fait un comité pour essayer de mettre en branle comment lever le flag pour être sûr de ne pas avoir de problème en opératoire. Good? C'est bon, ça? C'est bon, ça? On a-tu passé pas mal au travers? Je vais peut-être en faire une petite dernière vite. Tant qu'on parle on l'a arrêté, mettons, à temps, la médication avant la chirurgie. On le continue-tu après? Bien, je pense que la pharmacothérapie doit être gardée dans l'arrière-plan, dans la pensée. Pas trop loin, hein? Pas dans les semaines qui suivent la chirurgie, bien entendu. Parce que là, dans les semaines qui suivent ou les mois qui suivent la chirurgie bariatrique, il y a une perte de poids importante dans les 3 à 6 mois après la chirurgie. Mais par la suite, les gens souvent vont avoir un plateau au bout d'un an environ. Et là, c'est là que ça devient un peu plus difficile. C'est cette période de plateau qui est un peu plus difficile et qui met le patient aussi à risque d'un regain de poids, parce que souvent, les patients sont découragés, pensent « pourquoi je ne perds pas plus? Je suis dans un plateau, ça ne marche pas. » Alors que non, souvent, c'est un succès. Donc oui, je reprends la pharmacothérapie, mais souvent, c'est après plusieurs mois, en regardant où ils sont rendus. Et principalement quand il y a un regain de poids, mais des fois, c'est trop tard. Des fois, il faut vraiment le commencer juste avant, quand il y a vraiment une période de plateau, puis que c'est comme en train de ça recommence à monter. Là, c'est vraiment le temps. Il ne faut pas tarder. Dans le groupe de consensus, il y avait même un élément supplémentaire. Tu vas trouver ça un peu crunchy, celle-là.
les gens se posent la question si on ne devrait pas identifier ceux à risque de reprendre du poids et ce serait peut-être même d'être plus agressif en prévention chez ces patients-là. Ouais, c'est bon, ça. Le problème qu'on a manifesté, c'est on n'a pas encore trouvé, c'est pas écrit dans le front du patient, c'est lequel qui va avoir des problématiques. Mais déjà, c'est bon de savoir, je pense, que tu penses, par exemple, que quelqu'un qui serait sous sémaglutide avant la chirurgie doit l'arrêter au moment de la chirurgie, mais ne stressez pas à recommencer ça le mois après, là. On attend, puis quand on parle on arrive à 4, 5, 6 mois, là, c'est le temps de rediscuter peut-être avec la personne qui te l'a prescrit pour voir est-ce que tu en as un besoin ou pas. Tout à fait. Surtout que les niveaux internes de GLP-1 montent après une chirurgie. Donc, ça c'est comme une molécule. C'est la molécule, en fait, du sémaglutide. Ouais. Donc, physiologiquement, ça monte. Physiologiquement, c'est pas nécessaire, mais il y a un bémol là-dessus. C'est sûr que ceux qui vivent avec le diabète de type 2, c'est différent. Peut-être que chez ceux-là, j'aurais tendance à le reprendre avant. Encore là, il faut être évalué, bien entendu. Puis, ceux qui sont diabétiques ont généralement une moins bonne perte de poids post-opération. Fait que, ça tourne un peu autour d'essayer d'identifier... Ils sont métaboliquement plus à risque, d'identifier le patient qui est plus à risque d'avoir un échec et ou reprise de poids et ou avoir un problème métabolique. Mais c'est de là la complexité puis la beauté de la prise en charge. Puis pour ça, je pense qu'il y a de plus en plus de monde comme toi qui sont intéressés parce qu'on a tellement de patients. Puis en tout cas, on peut peut-être... wrapper up là. Écoute, moi, je pense qu'on a fait pas mal le tour du jardin. Puis honnêtement, je remercie beaucoup Myrna d'être présente ce soir. Ça nous a beaucoup éclairé. Même... Parce que ça a appris des trucs. Moi, je dis à chaque fois que je fais du bureau, la clinique, les patients me donnent les noms. Je me mêle moi-même dans les noms commerciaux. Je sais même plus. On s'excuse, on a nommé quelques noms, mais... C'est notre réalité de tous les jours. Okay? Ben, c'est pour les patients. Donc. Pour les patients, c'est ça. On le fait pour nos patients. Nous aussi, des fois, on n'est pas... lui, Alex et moi, on n'est pas des experts. L'experte, c'est Myrna dans notre service. Alors, c'est sûr que quand il arrive des problématiques particulières, bien, on aime beaucoup ça, avoir quelqu'un qui connaît bien ça puis qui prend en charge. Là-dessus, Alex, on va souhaiter un bon temps des fêtes. Un bon temps des fêtes à tout le monde. Puis, on va reprendre ça à partir de janvier 2024. Exact. Et encore une fois, on espère qu'on aura des invités tout aussi pétillantes. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Ça m'a fait un grand plaisir. À la prochaine. Salut. Salut. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.